Bienvenue, bienvenue dans ce partage d'expérience, bienvenue dans cette histoire qu'on a envie de vous partager, Nat et moi, à propos d'une aventure un peu particulière qui s'est passée chez UCM. Alors, qui connaît UCM? Ah oui, ok. Donc, Gagné beaucoup de temps on là-dessus. va gagner beaucoup de temps. Donc, d'autant plus que Manu, qui est monté sur scène ce matin, a déjà présenté les services UCM. Donc, bah voilà, guichet d'entreprise, secrétariat social, caisse d'assurance sociale et caisse d'allocation familiale. La petite particularité chez UCM, c'est le mouvement patronal. Donc, c'est l'organisation chez UCM qui défend les intérêts des indépendants et des PME et qui les représente donc au niveau notamment du politique. Alors, qui reconnaît ce jeune homme et qui a participé au retour d'expérience l'année dernière de Julien? Hmm, oui, quand même. Donc, je vous rassure, je ne vais pas refaire toute la conférence. Donc, Julien, ce qu'il nous a partagé, c'est comment est-ce qu'ils ont intégré les principes d'agilité, comment est-ce qu'ils les ont mis en œuvre dans un département IT qui se compose de 100 personnes. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça a démarré en 2019. C'était les premiers pas de l'agilité et c'est un franc succès encore aujourd'hui puisque tous ces principes d'agilité sont clairement dans l'ADN du département IT. Alors, UCM, pour répondre à tous ces différents enjeux, est contraint, hein, à un moment a été contraint de se dire il faudrait quand même qu'on développe ces principes d'agilité à l'échelle de l'organisation. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les grands enjeux. Il n'y a rien d'exotique. Hein, c'est beaucoup d'entreprises font face à ces différents enjeux. Par contre, il y a aussi une particularité chez UCM, c'est que on a une structure, une organisation qui est assez complexe. Donc, on va pas se le cacher, plutôt de type bureaucratique jadis, mais depuis, on se soigne. Et effectivement, donc on a plutôt tendance à travailler en silo. On a une taille en fait qui est assez importante, donc 1000 personnes, donc c'est un grand groupe. Donc il y a effectivement, c'est pas toujours facile d'harmoniser le travail et de s'organiser de manière agile. Alors avec tous ces enjeux qu'ils rencontrent évidemment en interne, en externe, donc une structure lourde, l'effet silo qu'on peut reconnaître dans beaucoup d'entreprises, une évolution du marché qui accélère extrêmement vite, il était plus que temps de travailler sur un modèle organisationnel, un fonctionnement, une culture, des styles de management, des cultures, des pratiques évidemment beaucoup plus agiles, comme le disait Nat, orientées sur l'efficacité, bien évidemment, la transversalité, que les gens se parlent transversalement dans l'organisation, qu'ils construisent des solutions ensemble, et puis faire preuve évidemment d'audace et d'un esprit d'amélioration continue. C'est moi, voilà. Donc moi c'est Nathalie Balti, donc je travaille chez UCM depuis maintenant 10 ans. J'exerce la fonction de HR Business Partner. J'aime beaucoup, je m'éclate dans ce que je fais, toujours malgré tout depuis 10 ans. Les aléas du direct, je perds ma boucle d'oreille, donc discrètement je la dépose. Personne ne l'a vue. Donc j'accompagne principalement les grands changements en interne chez UCM et Camille. Je suis passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à l'innovation RH, la stratégie RH. Euh, et, euh, et donc, je fais ce métier avec passion depuis 10 ans. Alors pour ma part, je m'appelle Lionel Barrette, je suis le fondateur et le dirigeant de la société Convidencia. J'interviens plutôt dans des transformations complexes d'organisation et à mes heures, je suis aussi auteur de différents types de livres. Alors, ce ne sont pas vraiment des romans, ce sont plutôt des bonnes pratiques managériales, très pratico-pratiques. Ça, c'est mon côté ingénieur de formation qui reprend le pas. Et alors, juste pour situer en quelques mots, Convidencia, c'est une société qui a 15 ans d'existence, qui a accompagné plus de 300 organisations sur des transformations plus ou moins complexes d'entreprises, que ce soit des PME, des grandes structures dans le privé, dans le public, les ONG, et on aime aussi beaucoup intervenir dans le monde de l'enseignement. Alors on s'est présenté, nous on aimerait bien un petit peu mieux vous connaître, public. Alors du coup, je vais vous poser une série de questions, et si la réponse est plus ou moins oui
à la question, je vais vous demander de vous lever. Ça va? Alors, public, es-tu bien là maintenant tout de suite dans cette salle? Alors ça, vous avez compris que c'était pour voir si tout le monde a bien compris le principe. Joie. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Deuxième question, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est plutôt du domaine IT, professionnel IT? Il y a plein de métiers. Quand même. D'accord, merci. Pouvez vous rasseoir. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un dans la salle qui est plutôt dans le monde RH? Ah, chouette. Comme Nat. On n'est pas tout seul. Super, merci. Est-ce qu'il y a des dirigeants, des managers, des directeurs? Des gens qui accompagnent des équipes, qui ont des équipes? D'accord, merci. Pouvez vous rasseoir. Est-ce qu'il y a éventuellement des collaborateurs, des employés qui travaillent en interne dans des petites ou des grosses boîtes? D'accord, j'en reconnais quelques-uns. Est-ce qu'il y a par hasard des freelances, des indépendants qui sont là? Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui éventuellement ne s'est pas encore levé? Du coup, on se dit, alors qu'il faut, voilà. faut qu'on parle après pour comprendre le bug qui s'est passé. Et alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà tenté ou de participer à une culture, au développement d'une culture d'agilité dans une organisation à tendance moyenâgeuse? Ah, on va bien s'entendre. Ah, joie. Bon, pouvez-vous rasseoir. Tu les as comptés? Oui. Vous êtes fort, vous êtes très fort. Alors, voilà, maintenant qu'on a fait connaissance, on va vous raconter notre histoire. Alors, l'expérience en tant que telle, parce que on est là pour ça, pour vous partager avec humilité une expérience qu'on a vécue Lionel et moi. L'histoire, en fait, de l'agilité, de la transformation organisationnelle, commence chez Camille, donc la caisse d'allocation familiale. Vous voyez, c'est le petit village gaulois qui fait partie donc de la grande ville UCM, donc 1000 personnes. Camille, c'est 100 personnes et en 2019, elle vit une réforme au niveau des allocations familiales qui bouleverse le secteur et qui la plonge déjà dans un avenir très incertain, très inquiétant. Et notamment, elle passe d'un business model B2B à un business model B2C. Alors, vous imaginez donc cette petite entreprise confrontée à tous ces chamboulements. C'est toute une organisation du travail qui est bousculée. C'est toute une manière de fonctionner qui doit évoluer et drastiquement changer. Et avec un impact fort sur l'équipe managériale, donc direction et manager, qui se doit d'évoluer, également se transformer pour pouvoir continuer à soutenir l'évolution, les projets de l'entreprise. Alors, en fait, c'est là que Camille, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a très vite compris qu'elle devait se réinventer et qu'elle ne devait pas faire ça toute seule. Donc, c'est là que Lionel intervient et on fait appel à lui pour nous accompagner dans la manière d'adresser tous ces nouveaux enjeux colossaux. Ça commence par notamment la définition d'une stratégie qu'on met en place de manière agile. Donc, c'est-à-dire qu'on découpe cette stratégie en blocs pour la mettre en œuvre itération après itération. Donc, c'est quand même assez exotique pour le secteur. Voire même pour le monde de l'entreprise. Et donc voilà, donc ce cap à 5 ans est défini et on a fait plein de choses chez Camille, notamment les managers se sont transformés, ils ont développé des nouvelles compétences, des nouvelles attitudes et plein de nouveaux réflexes, notamment aussi en termes de mentalité. Je pense que j'ai déjà dépassé le timing, je m'en excuse. Voilà. Alors, un exemple pour démontrer la mentalité qui a évolué chez Camille. Rappelez-vous, en 2022, guerre en Ukraine, des familles ukrainiennes arrivent en Belgique. Et là, c'est une vraie opportunité pour Camille d'aller chercher des affiliations. Du coup, si on se positionne avant la transformation, donc il y a des questions, jamais on aurait saisi cette opportunité, ça aurait été une montagne infranchissable.
Et là, en fait, parce que trop lourd administrativement parlant, on parle pas la langue, parce que juridiquement, il y a plein de contraintes, c'est trop risqué, etc. La nouvelle mentalité Camille, eh bien, au contraire, elle se pose d'autres questions. C'est l'opportunité, elle est là, on la saisit. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, comment on s'organise, qui fait quoi, qui valide, etc. Résultat des courses, c'est qu'on a, par exemple, dans ce cas-ci, on a en fait collecté 50% des affiliations des Ukrainiens en Wallonie. Donc c'est une vraie, ça démontre en fait une transformation drastique au niveau de la mentalité du management. Alors en 2022, le grand chef à plume de l'organisation UCM, le sympathique Jean Benoît, a eu l'occasion de participer à un séminaire stratégique organisé avec le management de Camille. Et il a été étonné, estomaqué de ce qu'il a vu, c'est-à-dire des managers, alors que l'avenir était encore toujours aussi incertain, être constructif, être confiant, envisager de se transformer, de faire preuve d'agilité. Et donc, il en a presque pas cru ses yeux. Et en gros, il m'a dit, je veux la même chose en termes de mentalité chez mes managers, chez UCM. On en a besoin pour pouvoir affronter nos enjeux. Et en parallèle de ça, nous avions Marco, le sympathique Marco, DRH chez UCM, qui ambitionnait de développer un programme de développement du management pour pouvoir aider à la transformation de l'organisation. Du coup, en combinant un petit peu les deux demandes, on a lancé le programme qui s'appelle MCQ pour Management Cultural Change Challenge. Pourquoi ? Parce que c'est un challenge de faire évoluer la mentalité managériale, la culture managériale, mais c'est aussi un challenge de faire évoluer une culture d'entreprise à travers ses managers. Et sur base de ça, quand on a lancé le programme, on ne l'a pas lancé à l'aveuglette. Enfin, des entreprises qui ont voulu développer une culture managériale agile, une culture agile, il y en a beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup qui, à la fin, peuvent se targuer d'avoir quand même réussi à avoir obtenu des résultats. Et donc, il y a de la littérature, mais il y a aussi de l'expérience. Il y a énormément de freins connus au déploiement de l'agilité. Et on a notamment fait attention à ces 4 freins-là que vous connaissez certainement. Premier grand frein, un grand manque d'efficacité collective et de dynamique participative. Des approches beaucoup trop centrées sur les process et les outils. Un manque de soutien et de compréhension du management et de la direction. Et alors, la non-adéquation de la culture d'entreprise. Ça vous parle comme type de frein ? Voilà. Et donc, on s'est dit, quitte à faire quelque chose, autant prendre en compte ce qui ne marche pas pour essayer de construire quelque chose qui aurait peut-être un peu plus de chances de marcher. Et c'est là qu'on commence à s'amuser parce que le projet MC Cube, il devient de plus en plus concret. Donc, les grands principes que je vais vous évoquer ici. Donc, on a des participants, un certain public. Donc, on s'adresse à des directeurs, des managers et l'équipe RH qui embarquent. On crée des groupes, donc des cohortes transversales, donc de managers et de directeurs, et on mixe des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble pour vraiment créer de la transversalité et du lien. On ajoute à ça un Camille, un représentant Camille et un ange RH pour accompagner la cohorte tout au long du trajet. En tout cas, pour l'instant, c'est tout au long de la première phase du trajet. On y reviendra. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on décide de mettre en place le trajet, de le construire au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi le trajet à 3 ans. C'est vraiment au fur et à mesure, étape par étape, on le construit. Donc, on est vraiment dans l'état d'esprit de l'agilité. Et également par vague, c'est-à-dire qu'on ne forme pas, on ne lance pas toutes les cohortes de managers en même temps. On a voulu aussi des formations et des ateliers pratiques pour vraiment renforcer l'ancrage, ainsi qu'un support RH qui intervient entre les sessions collectives pour encore accompagner le manager à mettre en pratique dans son quotidien de manière individuelle, notamment avec son équipe ou dans ses projets. On se lance tout de suite dans les principes d'agilité en démarrant Participe Agile qui combine à la fois l'agilité et la dynamique participative. Alors ici, par exemple, vous avez les noms de cohortes. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, on y reviendra, mais je vais prendre les 2 premières cohortes, donc les pionnières, qui sont Gilles Costa et Cubix. Donc, ce sont des noms exotiques, c'est le but, qui ont été définis par les cohortes elles-mêmes. Et donc, en fait, ce qui est chouette dans l'histoire, c'est que
c'est un peu comme une aventure humaine. Donc, on part en voyage. Donc, on est un groupe, hein, un peu comme au Club Med. On part en voyage et on va vivre cette aventure ensemble jusqu'à la fin du trajet. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ah, les vaguelettes, vous allez les voir souvent. Donc là, on commence la première vague avec Cubix et Gilles Costa qui enclenchent la phase 1 avec du participe agile. Et donc, en fait, l'objectif de cette phase, donc vous imaginez 2 jours de formation, des ateliers d'ancrage, du support individuel des managers. L'idée à ce stade, c'est de les équiper tout simplement à être en capacité de résoudre des problèmes. Parce que des problèmes en entreprise, il y en a suffisamment. Mais l'idée, c'est que ces problèmes s'inscrivent dans un contexte complexe et incertain. Pour adresser la complexité, on utilise l'intelligence collective. Bah oui, mettre des personnes autour de la table, on en a beaucoup parlé dans la conférence en début d'après-midi, ça ne génère pas toujours de l'intelligence. Et donc, comment est-ce qu'on met des personnes autour de la table avec des égos et des mentalités différentes qui vont pouvoir générer des idées, prendre des décisions, et ça de manière efficace et constructive. Donc ça, c'est le côté dynamique participative intégré avec l'agilité. Alors l'agilité, pourquoi? L'agilité sert surtout à affronter l'incertitude. Alors on n'a pas à développer une formation agile comme on ferait avec du Scrum pour des équipes IT. On a simplifié les notions d'agilité pour qu'elles soient applicables dans n'importe quel contexte. Et qu'est-ce qu'on en retient, grosso modo, pour des managers? La capacité de travailler par itération, donc de générer de la valeur au fur et à mesure, par petites périodes de temps. Le fait de clarifier ce qu'on veut, donc la notion de backlog et de desiderata, et aussi un élément clé, c'est que plutôt que de partir d'une logique où on a des objectifs et on essaie de les décomposer, de les produire, et finalement on n'y arrive jamais parce qu'on n'a jamais assez de ressources, donc tout le monde court tout le temps après le train, de changer dans la mentalité et de partir sur l'autre aspect qui est prenons déjà ce qu'on a comme ressources à disposition et voyons comment est-ce qu'on peut générer le plus de valeur possible avec les ressources qu'on a vraiment sous la main. On a déployé ça et les résultats ont été assez immédiats. On a eu des managers qui sont devenus en fait de véritables facilitateurs de dynamique d'équipe, que ce soit des équipes projets ou des équipes opérationnelles, peu importe. Mais alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à force de travailler sur la notion de comment est-ce qu'on peut créer toujours le plus de valeur possible avec les ressources qu'on a, ça a travaillé cette orientation client. C'est de se dire, mais au fait, on sert qui? À l'externe, à l'interne? Comment est-ce qu'on peut réussir à servir au mieux les personnes qui attendent quelque chose de nous? Un exemple, ce sont des vrais gens. Vous allez en voir plusieurs. Donc, c'est une de mes collègues, donc Caroline, manager d'équipe et en même temps chef de projet. Donc, elle pilote le projet Front Office indépendant. Pour faire simple, donc il y a une réorganisation au niveau de la caisse d'assurance sociale. Ils sont organisés plutôt en métier, donc qui n'est pas, je vais dire, la meilleure façon de faire par rapport aux clients. Donc, par contre, ils veulent se développer justement et se réorganiser vers une organisation par segment de clients. Alors, ça concerne le projet Front Office indépendant, il concerne 2 départements avec des activités très différentes et également en plus ou moins 130 collaborateurs. Alors, ce qui est génial avec Caro, elle a suivi, donc elle fait partie de la cohorte Cubix, elle a suivi la formation Participe Agile et elle a totalement appliqué les principes de Participe Agile à son projet. Donc, ça veut dire quoi? Elle a fait un mandat de projet dès le départ. Elle a donc organisé la gouvernance projet avec des réunions de planning, des reviews, des checkpoints intermédiaires. Elle a fait un backlog qu'elle a découpé en items avec des livrables et des itérations de 8 semaines. Elle a aussi impliqué les collaborateurs, par exemple, pour aller chercher des solutions, créer des groupes d'amélioration pour pouvoir aider à la prise de décision. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre aussi? Ah oui, une rétrospective, par exemple. Elle fait régulièrement des rétrospectives pour s'assurer que l'équipe fonctionne toujours bien, qu'elle est efficace et que tout le monde avance toujours bien dans la même direction. En termes de résultats, comme vous pouvez le voir, ça a apporté pas mal de choses. J'ai juste envie d'ajouter qu'au niveau de la caisse d'assurance sociale, c'est le projet qui a généré le plus de valeur rapidement et qui en plus a diminué ou en tout cas à limiter les résistances au changement. Il n'y en a quasi pas eu. Alors, on a observé évidemment beaucoup d'anecdotes dans ce genre, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le mindset évoluer
au niveau des managers. Alors, il y a plein de symptômes d'évolution du mindset, mais il y en a un que j'aime particulièrement. C'est quelques semaines après avoir commencé à mettre en place ce genre de pratique, on a croisé des managers qui commençaient à se plaindre. Ils étaient frustrés, en colère, fâchés, parce qu'ils assistaient à des réunions dans l'organisation qu'ils trouvaient inefficaces, inutiles. Alors, c'est pas eux qui les animaient, en disant mais comment c'est possible qu'on perde du temps comme ça avec ces réunions, on n'implique pas les gens et en plus ça sert à rien. Alors qu'en fait, 4 mois avant ou 3 mois avant, c'était simplement leur normalité. Et donc, de fait de voir que les gens finissent par ne plus supporter la manière dont fonctionne l'organisation, parce qu'ils savent qu'on peut faire mieux, ah bah c'est peut-être pas agréable pour eux, mais à un moment donné, ça se dit, ah, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'évoluer, l'important c'est de pouvoir exploiter cette colère. Alors tout ça c'est bien beau, mais en fait on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Effectivement, donc on a des réactions parfois un peu désespérantes. Je vais vous donner à titre d'exemple le cas d'un vrai manager. Donc Xavier, qui fier comme un coq, il sort de Participe Agile, il est hyper motivé, il a tout compris, il a déjà plein d'idées de mise en place dans son équipe. Il se fait un plan d'action pour améliorer l'efficacité collective de son équipe. Il présente ça à son N+1, donc un de ses directeurs, et puis là, il déchante. Parce que son N+1 lui dit bah, c'est super, merci Xavier, c'est génial, mais en fait, tu vas prendre beaucoup trop de temps pour mettre tout ça en place en impliquant l'équipe, etc., tes principes d'agilité. Non, en fait, tu vas être beaucoup plus rapide, tu vas décider tout seul et dans 3 mois, on n'en parle plus. Ok, donc Xavier, un peu désespéré. Un autre cas, donc Julie. Julie, qui, elle, est manager d'une équipe de conseillers de 12 personnes. Et elle décide de faire une rétrospective, donc parce qu'elle est confrontée à des problématiques d'équipe en termes d'organisation du travail et un esprit d'équipe qui n'est pas toujours nécessairement là. Elle fait sa rétrospective, les gens viennent, au final, elle déchante aussi. Parce que y a rien qui sort de cette rétrospective. Alors, elle se pose des questions, elle leur pose la question, mais qu'est-ce qui fait que en fait, vous êtes tous en train de vous plaindre de ce qui se passe? Et il y a personne qui est force de proposition. Et là, en fait, elle se prend une volée de bois vert. Et on lui répond, hein, donc ses collaborateurs lui répondent, mais enfin Julie, en fait nous on a d'autres choses à faire, on est des gestionnaires de dossiers et en fait toi c'est ton job de trouver des solutions aux problèmes. Voilà, par exemple. Et alors évidemment, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que dans certaines équipes ça se passe facilement? Pourquoi dans d'autres ça semble impossible? Voire même pourquoi on assiste à des réactions au sein de l'organisation où on a l'impression qu'ils mettent des bâtons dans les roues alors que c'est l'organisation elle-même qui veut faire évoluer sa culture d'entreprise. Ce qui présuppose à un moment donné de la confusion chez le manager en se disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et moi, quelle posture je dois adopter dans ce genre de circonstances? Alors, ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on parle. On ne voudrait pas que vous deveniez le chat de gauche. Et pour éviter de faire le chat de gauche, je vous propose qu'on fasse le chat de droite. Alors, je vous invite à vous lever. Voilà, exactement. Voilà, alors on n'a pas de danse, de chorégraphie, etc. Je vous propose de vous étirer vers le haut, de vous étirer vers le bas, de vous étirer sur les côtés, de vous tapoter tout partout, de tapoter vos voisins, de vous faire tapoter, de sauter 3 fois sur place et de vous rasseoir. Voilà, je crois qu'on est bon là. Alors on l'a dit, l'idée, à un moment donné, c'est joli, c'est chouette, l'agilité, l'intelligence collective, ça apporte un socle, c'est super, mais c'est loin d'être suffisant parce que les managers ont besoin de prendre de la hauteur. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe dans l'organisation pour mieux se positionner dedans et être évidemment plus efficace. Alors, les vagues, eh bien justement, on entame une deuxième vague. Donc, les pionniers, les premiers des cohortes, entament la deuxième phase du trajet, tandis que d'autres cohortes entament la première phase avec Participe Agile. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau donc des 2 premières cohortes pionnières? Donc, ils rentrent dans une nouvelle phase où là, on leur amène un modèle, on leur amène un outil. Alors, un modèle, c'est ni vrai ni faux, c'est un modèle, mais ça permet d'être utile de temps en temps. Ici, on a abordé le principe des valeurs dynamiques. Alors, en fait, c'est l'intégration, pour ceux qui connaissent, de la spirale dynamique, des stades de développement de maturité d'équipe de Tuckman, de la pyramide de Lancioni. Bref, tous ces gens disent en gros la même chose.
Il y a des stades de développement dans les maturités d'équipe. Il y a différents types de cultures au sein d'une organisation et qui est notamment souvent la raison de beaucoup de tensions. À partir du moment qu'on a du vocabulaire, des mots, pour pouvoir tout simplement observer ce qui est en train de se passer, ça permet du coup de prendre de la hauteur et de réaliser, les managers peuvent réaliser que leur posture habituelle de management n'est peut-être pas, elle est peut-être très chouette dans l'absolu, mais elle n'est peut-être pas du tout adaptée au style de maturité qu'on rencontre à un moment donné au niveau de l'équipe. Le fait de pouvoir prendre ce recul a réellement permis de voir des équipes qui étaient coincées depuis des années dans des stades de maturité, de tension, d'ego, de jeu de pouvoir, de jeu d'influence, d'inefficacité globale, de repli sur soi, de résistance au changement, de les voir finalement en quelques mois devenir des équipes beaucoup plus solidaires, engagées, focus, résilientes et puis beaucoup plus efficaces. Le petit Nicolas, son exemple. Lui, il est manager d'équipe aussi. 26 personnes quand même, une grosse équipe de gestionnaires. En fait, Nicolas, il a essayé plein de trucs. Avec son équipe, j'applique les principes participe agile, je t'assure Nat, en fait, mais ça marche pas. En fait, j'ai des gens qui se plaignent, qui râlent, qui se tirent dans les pattes, qui se critiquent, etc. Et je sais plus quoi faire. Et puis, il suit les valeurs dynamiques et décide d'analyser la situation avec les lunettes de cette grille de lecture. Et là, bim, prise de conscience. Nico se rend compte qu'en fait, les comportements managériaux qu'il adopte vis-à-vis de son équipe ne sont pas du tout adaptés à sa maturité. Donc, c'est normal que ça foire. Donc là, il y a une vraie prise de conscience que son niveau d'autorité non plus n'est pas le bon. Et donc, il doit remettre l'église au milieu du village. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il recadre des personnes individuellement parce que voilà, c'était les personnes qui sabotaient clairement la dynamique d'équipe. 2, il arrête de faire du participatif. Et 3, il remet des règles de fonctionnement très, on va dire, cadrantes pour que l'équipe fonctionne mieux ensemble et soit efficace. Et là, en fait, le résultat, il est assez, on va dire, impressionnant. Nico est super satisfait. Alors, ça n'a pas pris tout de suite, évidemment, mais il a fallu quelques mois pour qu'il voit des résultats très probants et où, par exemple, on a les 2 personnes qu'il avait recadrées individuellement, qu'il avait super mal pris. Eh bien, ces personnes-là, elles sont devenues vraiment les moteurs de la dynamique d'équipe. Il a pu aussi constater qu'il a remis des initiatives participatives pour impliquer l'équipe dans la recherche de solutions et que ça fonctionne bien. Globalement, l'amélioration, on voit une nette amélioration de la dynamique d'équipe, donc il est plutôt content. Donc là, typiquement, cette logique, comme je le disais, à un moment donné, partager avec l'ensemble des managers ici un modèle, un vocabulaire pour pouvoir partager entre eux des situations vécues, pouvoir du coup prendre du recul, adapter sa posture, ça a créé beaucoup de bien. Mais évidemment, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. En fait, il y a eu des crises successives, donc on est plus ou moins en 2022, crises successives du type crise énergétique, crise du Covid, crise de l'inflation, etc. Et ça met les managers dans une mauvaise posture en fait, parce qu'ils sont amenés à gérer des collaborateurs qui sont en souffrance, qui vivent un profond mal-être, qui sont en perte de sens, qui sont complètement perdus et qui et parfois même dans une insatisfaction permanente. Donc le manager sait plus quoi faire en fait. Quoi qu'il fasse, il fait c'est pas bon, il fait pas c'est pas bon non plus. Et donc ça les plonge vraiment dans une difficulté à gérer des problèmes de plus en plus compliqués. À ça vient s'ajouter aussi toute une série de paradoxes que vous avez peut-être connus également. Donc du type, il faut vraiment, il faut prendre soin des collaborateurs parce que le bien-être c'est fondamental. Mais en même temps, il reçoit des instructions du type, non mais il faut atteindre tes objectifs, il y a pas d'argent pour engager, donc tu dois faire plus avec moi. Ok, super. La qualité du service rendu au client, c'est hyper important. Donc, assure-toi qu'on est bien là-dedans. Oui, et en même temps, il faut délivrer plus vite. Donc, parce que le client, il n'est pas content. Donc, ta qualité, ok, c'est bien. Et en gros, voilà. Donc, c'est des réalités qui s'opposent. Et le manager, il se sent de plus en plus impuissant
dans son quotidien, il ne sait plus comment gérer toutes ces problématiques et encore moins comment adresser les objectifs de l'avenir. Alors face à cette situation, dans la mesure où on se dit, bon ben voilà, on va pas les laisser dans ce genre de situation et on va pouvoir les aider à aller un petit peu plus loin, il faut savoir que les managers qui participaient aux cohortes étaient vraiment extrêmement enthousiastes, ce sentiment d'apprendre, de progresser. Et donc on s'est dit, bah, on va peut-être lancer une phase 3. Et donc on a consulté Marco, donc notre bien-aimé sponsor, et on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aider ces managers aussi en s'inspirant de ce qu'on avait fait chez Camille. Et alors, on a formulé des desiderata très clairs. Alors, en gros, c'était je veux simplement permettre aux managers de supporter les coups reçus, les difficultés rencontrées, les contraintes paradoxales de manière plus résiliente et sereine. Rien que ça. Et puis sur ça, il rajoute en plus, je veux également encourager les managers à sortir des sentiers battus et à développer leur audace en osant penser autrement. Il est ambitieux, mon boss. Oui, très ambitieux. Et qu'à cela ne tienne, on a évidemment lancé une nouvelle vague. Alors, avant de vous présenter la nouvelle vague, je vais quand même vous poser la question. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, vous pouvez juste vous lever la main. Par rapport aux différents exemples que Nat a mentionnés, qui se sent régulièrement dépassé par la complexité de situations qu'il trouve très difficiles, mais dans lesquelles vous devez quand même prendre des décisions? Parce que ça vous arrive souvent. Qui sait gérer une double contrainte? Alors une double contrainte, c'est si je fais A, ça va pas, si je fais B, ça va pas, je ne peux pas faire les deux, et dans tous les cas, ça va pas. Mais je dois décider d'un truc. Qui sait gérer une double contrainte? C'est utile quand on est confronté à de la complexité. Et alors, qui sait cultiver quotidiennement sa sérénité alors qu'en gros, tout fout le camp autour? Alors, on a quelques moines bouddhistes au fond de la salle. Merci. Et donc, vous dire, voilà, en gros, c'est à ça qu'on s'est attelé dans une nouvelle phase, de se dire, on va essayer de les équiper à pouvoir faire tout ça en même temps. Et nous voilà. Donc, phase 3 commence pour les cohortes pionnières et pour les autres cohortes qui enchaînent. C'est mieux comme ça. Pour les autres cohortes qui enchaînent, donc elles démarrent la première et la deuxième phase du parcours. Alors là, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'on a fait dans cette troisième phase. Et alors, vous allez voir, ça va peut-être faire énormément de résonance avec la chouette conférence justement qu'on a eue ce matin avec Lisa. On les a aidés tout d'abord à essayer d'aborder la complexité de manière différente, de ne plus en avoir peur. Souvent, face à la complexité, on a tendance à se rigidifier, en avoir peur, ou on se concentre uniquement sur la petite partie qu'on comprend. Le problème, c'est que ce n'est pas ça, la gestion de la complexité. Et donc, on leur a appris à nourrir leur capacité de discernement et à pouvoir, avec discernement et intuition, prendre des décisions cohérentes dans la complexité. Ça change tout un mindset parce que dans la manière d'aborder les problèmes, ne plus avoir peur de la complexité change beaucoup de choses. La deuxième chose auquel on a travaillé, c'est de leur donner des clés, parce que tout le monde n'a pas les clés, des clés plutôt sur le registre émotionnel pour leur permettre justement, avec 5 questions assez évidentes, donc à travers le modèle du compas de la sérénité, de finalement comment, face à des situations difficiles, je peux nourrir mon ancrage, réduire mon stress, faire preuve de plus de résilience et également nourrir ma joie et ma motivation dans les moments très ingrats. Vous imaginez des managers qui se donnent à 300% pour essayer de faire bien auprès des équipes, pour essayer peut-être que les choses aillent mieux, avec des équipes qui vont jamais bien, dans lesquelles c'est jamais assez et qui les renvoient toujours à une image ingrate du management. À ce moment-là, on s'est dit, si on veut travailler leur motivation et leur joie dans le temps, il va falloir les équiper à se nourrir soi-même en termes de joie et de motivation pour pouvoir avancer. Et alors, sur base de ça, à partir du moment qu'ils étaient prêts à pouvoir affronter la complexité, tout en gardant un ancrage fort dans cette complexité, alors on a accéléré et là, on les a amenés dans la dimension de l'audace. Pour ceux qui connaissent, on a abordé avec eux les principes de l'effectuation. On peut se permettre ces principes de tester, de prototyper et de pas toujours réussir du premier coup. Et alors, on a même amené le concept de la sérendipité dans le management. Qui est familier avec le concept de la sérendipité? Voilà. Et donc, en gros, la sérendipité, c'est à peu près le point commun entre le Viagra, le Téflon, les cornflakes, le cellophane, les post-its, tout ça, la superglue, tout ça, en fait, c'est quoi? Ce sont d'immenses succès commerciaux, ce sont d'immenses opportunités qui n'étaient pas voulues. Et donc, qui sont suite à un échec, une erreur, une coïncidence. Et donc, face à quand ça ne va pas comme on veut, souvent on a tendance à le mettre de côté, ou alors on peut être un peu plus curieux
et se dire, oui, mais il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être quelque chose dans l'erreur, il y a peut-être quelque chose dans l'anomalie. Vous voyez la différence en termes de mentalité pour aborder les choses d'une autre manière. Je sens que vous avez besoin d'un exemple. Ça, c'est une des initiatives que je préfère. Donc, je vais essayer de la faire courte. Donc, vous voyez, Sophie, Aurélie et Fred, ce sont 3 managers MC Cube, qui à un moment ont la folle idée de transformer en profondeur un organe de direction, le top 30. Donc, on est nombreux dans le top 30. Et d'appliquer tous les principes d'agilité avec audace pour redonner un nouvel élan à cet organe de direction qui en fait s'est endormi. Alors, ce qui est génial, c'est que donc ça fait 1 an qu'on l'a complètement revisité. Donc, l'agenda, le format, l'animation, les sujets qui sont abordés, la manière dont on les aborde, les participants en fait autour de la table qui sont tous des directeurs, bon, excepté moi qui suis HRBP. Eh bien, ils s'impliquent vraiment dans la gestion efficace de la réunion. Et aujourd'hui, en fait, c'est un organe qui claque. Donc, en fait, ça pétille, il y a une dynamique qui est super chouette, une belle énergie, ça avance et on est content de se retrouver parce que c'est vraiment des chouettes réunions avec une dynamique super, super sympa. Alors, ce qui est particulier dans cet exemple, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'on aurait beaucoup d'autres exemples pour parler de comment est-ce qu'ils ont adressé l'audace et la complexité, mais vous voyez finalement qu'il a fallu à des participants aller jusqu'au bout du trajet, donc comprendre les systèmes en jeu, adresser la complexité, rester ancré, faire preuve d'audace, pour finalement appliquer des principes vus dans la phase 1 dans un organe de direction. Et donc tout ça pour dire que c'est vraiment l'illustration du propos qui est que c'est pas simplement avec des pratiques participatives ou agiles qu'on peut faire du participatif et de l'agile dans l'organisation. Il est nécessaire évidemment d'aborder beaucoup d'autres choses. Alors ce phénomène de vagues qui se sont amplifiées, en gros, ça ressemblait à quoi? C'était, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Donc Ça, c'est on commence à ces parcours, on commence avec 2 premières cohortes, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est ce qu'on dessine à la fin, mais au début, c'était pas prévu comme ça. Rien n'était prévu. On a construit le parcours au fur et à mesure en fonction des besoins rencontrés. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment ça s'est étalé dans le temps. Les résultats et les apprentissages. Finalement, est-ce que l'objectif de développer la culture managériale vers plus d'agilité, d'audace, de transversalité, est-ce que c'est atteint ou pas? Oui, évidemment. Oui. Alors, il y a encore du chemin, mais on est bien en marche. C'est clair que ça a drastiquement progressé et évolué. Donc ça c'est certain. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on voit encore on observe au quotidien des actions concrètes, des changements, des initiatives concrètes qui continuent de vivre et qui tendent vraiment de plus en plus vers une culture audacieuse de l'amélioration continue, de l'agilité. Alors, on a essayé avec Lionel de traduire ça en chiffres. Alors évidemment, sur ce genre de projet de transformation culturelle, c'est compliqué de mettre des KPI, c'est compliqué de mettre des chiffres. Habituellement, c'est un peu dans la littérature commune, quand on pense à des transformations culturelles, on dit souvent il y a 20-30% de gens qui sont très moteurs, il y a 20-30% de gens qui sont plutôt freins, et puis il y a 50-60% des gens au milieu qui regardent et qui se demandent où est-ce que ça va aller. En faisant le calcul, finalement, avec l'équipe projet, on s'est rendu compte que au moins 54% des managers avec lesquels on a travaillé sur ces différentes cohortes sont de véritables ambassadeurs. Donc, se dire que ce sont des gens qui pratiquent, alors ils ne pratiquent pas tout, mais ils ont trouvé dans tout ça des choses qui pouvaient clairement améliorer leur situation, leurs conditions pour eux et pour leur équipe. Et 25% des participants sont même des leaders. Alors, la différence qu'on fait, c'est que encore les ambassadeurs, eux, ils pratiquent vraiment pour amener du changement dans l'organisation. Les leaders ne se contentent pas de pratiquer dans leur sphère, mais ils vont influencer les autres pour les entraîner avec eux dans une dynamique plus grande. Nous avons 40% de personnes plutôt neutres, donc en fait, elles ont passé un bon moment, c'était sympa, on a bien rigolé en cohorte, on a appris des outils, mais fondamentalement, ne veut pas spécialement les appliquer. Et puis, finalement, on n'a eu que 6% de personnes
franchement opposés, contre-productifs, qui prônent à peu près tout l'inverse de ce qu'on essaye de semer. Et finalement, c'est pas grand-chose par rapport à ce type de trajet. Donc finalement, en voyant ces résultats-là sur comment ils se sont appropriés ce changement culturel, on était quand même plutôt satisfait. Alors, les impacts sur l'entreprise, puisqu'on a parlé des managers, ils sont non négligeables. Donc vous les avez ici, à l'écran. Donc, je zoomerai davantage sur, les gains d'efficacité, donc, à tout niveau, de l'organisation, notamment en termes, des réunions. C'est tout ce qui est culture de l'amélioration continue. Donc, en fait, on accepte aujourd'hui de se tromper, d'expérimenter, de recommencer, d'accepter, voilà, c'est le droit à l'erreur, hein, donc pour mieux rebondir. Et le dernier, c'est l'esprit de transversalité. Donc, je vous ai dit, hein, c'est beaucoup de travail en silo au départ. Ici, le fait de mélanger, de mixer les cohortes, ça a vraiment fait un boom en termes de transversalité et surtout aussi de fun. Alors au final, la plupart des participants, ils étaient très contents. On a été voir nos sponsors, Marco, il était très content. Jean-Benoît, le grand chef à plumes, il était très content aussi. Et puis Nat et moi, alors on était contents des résultats, mais il y a une petite partie de nous qui a gardé un petit goût amer quand même, en disant oui, on a fait quelque chose qui était très bien, mais on avait un petit goût amer parce qu'on a l'impression qu'on est passé à ça de l'exceptionnalité. On a ce sentiment, on se trompe peut-être, mais on a ce sentiment qu'on pouvait faire beaucoup plus. On pouvait transformer beaucoup plus violemment l'organisation. Et en fait, il a manqué quelques trucs. Alors là, on va rapidement Oui. partager nos lessons learned. Ce qui a manqué selon nous, c'est une intégration immédiate du comité de direction. Alors oui, on sait, on doit démarrer ce genre de trajet en intégrant tout de suite le comité de direction. Ça, on le sait tous. C'est pas pour autant que c'est facile et que c'est possible. Alors on a fait avec ce qu'on a pu, mais ils ont pu intégrer le trajet en cours de route, mais s'ils avaient pu l'intégrer au début, ça aurait fait une sacrée différence. Accompagner les managers, on voulait accompagner plus les managers individuellement pour les aider à transposer ce qu'ils ont appris dans leur pratique. Ça nécessite beaucoup de ressources. Or, RH avait aussi d'autres chantiers à gérer à ce moment-là, et donc ça a manqué un petit peu de manpower pour pouvoir les aider. On avait beaucoup communiqué au début pour semer les bons principes, pour inviter les autres à rejoindre l'aventure, à mettre plus en pratique. Nous avions une bonne communication au début. Là aussi, c'est des ressources qu'on n'a pas pu tenir dans le temps. Et donc, au final, la communication, c'était surtout du bouche à oreille de manager à manager. Et alors, le dernier point, c'est on a réalisé ça à la fin, mais on aurait pu donner un rôle peut-être un peu plus actif aux managers des managers pour qu'ils soient un petit peu plus concernés et soutenants, curieux même, rien que curieux. Au fait, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en as fait? Ça, voilà, on n'a pas trop mis en œuvre et on s'est dit que ça aurait pu être aidant. Alors, selon nous, quels ont été les ingrédients du succès et des résultats obtenus? Sponsorship fort. Donc, il nous faut un sponsorship fort pour dégager du budget et pour engager du soutien, etc., des cohortes. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est lui et moi, dans le même Bermuda, plus ou moins. Donc, oui, en fait, je tiens à insister sur le fait qu'on était une vraie équipe avec des objectifs communs et on n'était pas dans une relation client-fournisseur. Donc, c'est ça qui a fait toute la différence. Comme Lionel l'a dit, c'est de pouvoir démarrer avec les plus motivés pour donner une motivation engageante. La transversalité, on en a parlé aussi, et du fun, et encore et toujours du fun, ça aide. Hein. Très important aussi, le courage et l'humilité. Donc là, c'est important de se remettre en question, de se dire je sais pas et j'accepte de me tromper. Hein. On en a déjà parlé et ça me permet, donc j'apprends plutôt et ça me permet de rebondir. Et alors, très important également, et qui a été une des clés, c'est effectivement de pouvoir s'associer avec un partenaire qui est spécialisé dans tout ce qui est transformation complexe et organisationnelle. Et on a eu la chance, c'est vrai, de travailler avec Convidencia et d'avoir toute une armada d'experts, d'outils, de méthodes, de modèles. Et comme je vous le disais, quand les modèles n'existent pas, c'est pas grave, ils les inventent. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour nous les clés qui ont fait que ça a fonctionné. Alors voilà, 3 choses peut-être à retenir, les 3 clés pour nous essentielles.
La première, c'est, on l'a vu, hein, développer une mentalité agile, c'est une transformation culturelle, on l'a bien compris. Première clé, appliquer les principes d'agilité à la transformation culturelle agile, comme on l'a vu, étape par étape. Deuxième chose, on l'a vu aussi, l'idée c'est d'aborder de nombreuses autres sphères, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient organisationnelles. Il faut nourrir. Ça me fait vraiment penser à ce que Lisa disait tout à l'heure. Souvenez, expand, aller chercher beaucoup plus large, beaucoup plus loin, nourrir aussi d'informations, de bonnes informations, de modèles. Et puis émotionnel, hein, elle en parlait aussi, hein, comme elle disait, deepen. Avec le bel accent anglais. Voilà, aller chercher aussi au niveau des émotions, c'est là aussi que ça se passe. Et alors, bien évidemment, difficile de faire évoluer des équipes, une organisation, sans soi-même se transformer un petit peu, parce que fondamentalement, notre regard change sur les choses. Alors, avant de clôturer sur le dernier slide et passer aux questions, je voudrais juste ajouter quelque chose au niveau pour ceux qui aimeraient tenter l'aventure. Quand on parle d'évoluer soi-même, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis RH, mais je me soigne. Je n'y connaissais absolument rien à l'agilité quand j'ai commencé. C'est vrai, hein, Lionel? Mais rien du tout, hein. Et donc en fait, aujourd'hui, donc je suis capable évidemment je pense avoir développé une mentalité agile et d'être en capacité d'avancer dans l'incertitude de manière agile. Donc je le dis souvent, mais je vous assure que je le pense vraiment. Si moi j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire, je le promets. Oui. Alors, donc ici, comme vous avez dit, c'est difficile de trouver des KPI pour vraiment des indicateurs de mesure de finalement ça a été quoi l'impact de MC Cube. Donc on a donné quelques chiffres, mais ce qu'on a voulu faire en fait, parce qu'on s'est rendu compte à un moment que les managers nous partageaient plein de réussites, d'apprentissage, de prise de conscience, et que ça avait beaucoup de valeur. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les inviter à raconter leurs belles histoires. Et donc, si vous le souhaitez, et si vous cherchez un petit peu d'inspiration, ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les témoignages des différents managers qui ont participé à l'aventure et qui ont tous aussi progressé à leur rythme et à leur niveau, n'hésitez pas à scanner le QR code. Oui, ça permet vraiment de voir des exemples concrets de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont appris de différentes phases. Et donc ça, c'est assez riche et je trouve que c'est un très beau cadeau qu'UCM partage ici. Merci à tous. Évidemment, là, on n'a pas vraiment de temps pour les questions. Merci. On a 3 minutes. On a 3 minutes. Alors, je vais me faire gronder, mais alors peut-être une question, oui? Alors, d'abord, merci beaucoup pour partager votre expérience. J'ai une question un peu délicate. Ici, on était plus focus sur le manager, mais ma question est de combien de collaborateurs vous vous êtes séparés pendant ces 3 vagues, ceux qui sont partis ou ceux que vous avez décidé, saluer à la fin. Est-ce que c'était un nombre important ou pas? Je sais que pendant cette période, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Est-ce que, je veux bien savoir le nombre de collaborateurs dont on s'est séparés en lien avec le parcours qu'on a mis en place. 3 vagues, combien de collaborateurs ont été sont séparés? partis à cause de la mise en place. Soit, étaient remerciés. Alors, évidemment, on a eu du turnover comme dans toute entreprise. Maintenant, est-ce qu'il y avait... Alors, je ne peux pas vous donner les chiffres comme ça. Donc, très honnêtement... Pardon ? Non, c'est pas si important que ça. Donc, on a beaucoup de mobilité aussi au sein du CM, mais on a un turnover qui est pas très élevé. Donc, on tourne aux alentours des entre 12 et 15%. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et alors, clairement, on ne peut pas vraiment dire pour ceux qui sont partis. Par contre, en discutant beaucoup avec les gens, on a énormément de témoignages des gens qui se sont dit, plutôt des managers, en fait, on est resté, mais à cause de ça. Parce qu'après des années d'une organisation qui génère aussi à un moment donné de la frustration, parce qu'on voit que le monde bouge et peut-être tout sauf l'organisation, à un moment donné, des gens se lassent. Et se dire, de voir l'organisation avoir le courage d'initier ce genre de trajet et de moi-même me voir grandir dans ce genre de trajet, je crois que ça en a fidélisé plus que ceux qui sont partis. C'est parce qu'on n'a pas pu en parler.
se calme. Alors, je vais vraiment me faire Oui, taper non, sur les doigts. C'est juste qu'il y a la cérémonie de clôture Oui. qui commence dans 5 minutes. On a le networking après, Voilà. donc Profitez surtout pour n'hésitez pas, parler. on est là, On venez est là. poser vos questions. Ils sont toujours là, vous inquiétez pas. Merci en tout cas encore une fois, bonne session de clôture et peut-être à tout à l'heure.